Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. L'émission a commencé. Coucou les amis, coucou, et bien bienvenue tout le monde. Et bienvenue le prince de Karl qui arrive là tout de suite maintenant. C'est fabuleux. Ah ben merci prince de Karl, je vais m'étirer un peu, ça me fera pas de mal. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Quelle heure est-il? 19h09. On n'est pas complètement à l'heure, mais on n'est pas complètement en retard. Alors, attends, je refais un peu mon lacet rapidement. Voilà. Enfin, mon scratch plutôt. Voilà. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va, je suis content d'être là. Alors, on va parler d'un sujet qui m'intéresse en fait, qui m'intéresse pour ce qu'il représente. C'est-à-dire on va revenir sur l'affaire George Floyd, telle qu'on l'appelle, hein. C'est même si ça me dérange un peu ce nom de affaire George Floyd, mais voilà, quand même content malgré tout d'en reparler. Alors, on va parler notamment du procès de Derek Chauvin, donc le policier qui l'a assassiné. Et donc vous avez sûrement entendu hein, que la condamnation est tombée il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, et on a eu Derek Chauvin qui était condamné à 22 ans et demi de prison. On n'oublie pas le et demi. Pourquoi et demi? Alors ça, j'en sais rien. J'avoue, j'en sais rien. Je suis pas sûr que Mathieu ait plus de réponse que moi. Question de juriste, mais peut-être qu'un jour on en parlera sur la chaîne, hein, parce que c'est qu'on fait pas beaucoup de vulgarisation du droit sur cette chaîne de Vulga. Donc, ben, pourquoi pas, tiens, l'occasion. Bon, bref, en attendant, on parle du coup de Derek Chauvin en compagnie de Mathieu Zagroski. Et coucou Mathieu. Salut, salut tout le monde. Voilà, donc tu as déjà les fidèles du Zagros Space qui sont là. Ah, Tiens, est-ce que tu peux présenter aux gens, je pourrais le faire moi, mais je vais te laisser la primauté, la fraîcheur de la parole. Est-ce que tu pourrais présenter aux gens le Zagros Space? oula, alors le Zegro Space est né d'un hasard complet qui est qu'un dimanche soir ou un samedi soir à la fin du mois d'avril, je m'apprête à tweeter quelque chose en appuyant sur le bouton sur l'interface qui te permet de poster quelque chose. J'ai une proposition qui s'affiche et qui me dit créer un space. Donc je crée un space pour voir ce que c'est. Il s'avère que c'est une sorte de room audio mais complètement ouverte. Donc j'intitule, parce qu'on dit donner un nom à votre space, donc j'ai mis pour déconner Zagro Space. J'ouvre le truc et là j'ai instantanément quelque chose comme 500 personnes qui se connectent et qui attendent apparemment que je dise quelque chose. Et je me lance dans une sorte d'expérience qui peut s'apparenter à une radio libre. Je pense que peu des gens qui t'écoutent sont suffisamment âgés pour s'en souvenir, mais on se lance dans une sorte de discussion sur tout et rien, sur l'actu, nos anecdotes préférées, le foot, etc. Et c'est un rendez-vous qui s'est instauré de manière régulière sur Twitter tous les dimanches de 22h à minuit, où en fait... moi, je lance quelques thèmes de discussion et je donne la parole aux gens au fur et à mesure de la soirée. En fait, on déconne beaucoup, ça se prend vraiment pas du tout au sérieux. Et globalement, on évite plutôt les sujets qui fâchent. Hein, l'objet, c'est plutôt de se détendre et de Ouais. rigoler, de parler de choses et d'autres avant la semaine qui commence. Et de se parler un peu du coup. Bah, merci Mathieu pour cette effectivement explication de la. C'est pas l'explication, c'est un récit de la genèse de Diagnospace et ça c'est beau effectivement. Donc Mathieu Zagrodzki, chercheur en sciences politiques spécialisé dans la question de la police. Vous pouvez le retrouver sur Twitter. Euh, non, alors attention, Dare Judge, ce n'est pas Nicolas Cage qui est là, ou en tout cas un Nicolas Cage parfaitement francophone. Et bien que je ne doute pas des talents linguistiques et des compétences plutôt linguistiques de Nicolas, euh, oui Nicolas, c'est un copain apparemment, je ne C'est un pense pas copain. qu'il parle français si bien que ça. Bon, Non, je pense pas. voilà. Il est un quart polonais, ceci dit, ce qui est une autre qualité qu'a ce grand homme. Ah, il est un quart polonais, allez, ok. J'ai envie de Ouais, dire, est-ce qu'on est sur un point commun ou un quasi point commun supplémentaire? voilà. Voilà, franchement, c'est beau, ça en serait presque troublant. Bon, non, je ne sais pas non plus le présentateur de C'est dans l'air. Euh, Ni moi, ni Mathieu, ni Nicolas, ni personne en fait. Enfin, si, il y a une personne, mais c'est pas nous. Bon, alors Mathieu, merci d'être là. Merci de prendre sur tes derniers moments d'énergie vitale, peut-être. Je sais que tu es fatigué, mais tu es quand même venu, ça me fait plaisir. Donc Mathieu est déjà venu sur la chaîne en fait. Si vous étiez là, ben, bravo et tant mieux. C'était super intéressant. On avait parlé de la police à l'époque, de manière générale, mais enfin en France.
La question c'était est-ce qu'il y a un problème avec la police? Enfin, en gros, c'était une espèce de gros brief de pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de la police en ce moment. C'est quoi l'histoire de la police? C'est quoi l'actualité de la police? Est-ce qu'il y a, enfin voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a des troubles là, en fait? Et c'est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Alors attendez, je vous mets ça. Fabuleuse chaîne de vulgarisation, évidemment, hop, lancée par moi-même, qui n'est autre que ma personne. Voilà. Et donc sur la chaîne, vous avez les rediffs, dont celle-ci. Donc n'hésitez pas. Petite parenthèse, ça dure 2h30, mais c'est un pur régal. Bon, alors Mathieu, euh, on va se remettre un peu dans le contexte. On est début 2020. Et aux États-Unis, on a la mort d'un homme, George Floyd, un homme noir qui est assassiné par un policier américain qui s'appelle Derek Chauvin. J'imagine que c'est plutôt Derek Chauvin, mais on va faire comme si il s'appelait Derek Chauvin. Voilà, hein. Avec beaucoup d'humour et de fantaisie, j'ai envie de dire, soyons chauvins. Voilà. Euh, bon, donc on a et surtout on a les images en fait. On a les images de l'arrestation et de la mise à mort finalement de George Floyd qui circule rapidement dans le monde entier. Donc on voit que c'est quelque chose de lent, c'est une scène assez brutale quand même, hein. Ça dure quasiment 9 minutes, hein, je le rappelle. Ça dure quasiment 9 minutes où on voit le policier qui a le genou sur le cou de George Floyd, qui crie à l'aide, qui dit qu'il ne peut pas respirer. Le fameux I Can Breathe qui est devenu assez populaire. Et ben voilà, on a donc cet événement-là, qui aussi tragique soit-il, là je vais dire les choses un peu naïvement, certainement, mais aussi tragique soit-il, c'est la scène d'un homme tué par un policier. Ben, c'est les choses qui arrivent malheureusement en France, malheureusement encore plus aux États-Unis. Voilà, on a LMAO, coucou, ben, bienvenue à toi en tout cas, mais installe-toi, mets-toi à l'aise, qui nous dit que la condamnation pour meurtre d'un policier n'est pas une première. Il y avait déjà le cas de Jason Van Dyke, condamné pour avoir tué Lacan McDonald à Chicago en 2014. Bah, écoute, à la Mao, si tu veux faire le stream à la place, il n'y a pas de souci, hein, écoute, on arrête tout et puis hein, on se fait une. Bon, mais merci en tout cas pour la précision, je pense que Mathieu aura l'occasion d'y revenir. Donc, finalement, un homme tué par un policier, malheureusement, c'est pas la première fois, et ni la dernière, on imagine. Du coup, première question, Mathieu, un peu à chaud, et peut-être voilà, peut-être un peu innocente, un peu naïve, mais pourquoi est-ce que ça a fait autant réagir? Ça a fait autant réagir parce que ça a été filmé en fait. Comme tu l'as souligné, la mort d'un homme tué par la police aux États-Unis et, et d'un homme noir tué par la police aux États-Unis, c'est quelque chose qui est tristement banal parce qu'il y a entre 1000 et 1200 personnes chaque année qui sont tuées par la police aux États-Unis. Étant entendu que on parle pas de 1000 ou 1200 bavures policières, hein, attention, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que il y a un niveau de létalité des interventions policières aux États-Unis qui est extrêmement violent. Alors, on pourra en parler des explications, mais là, en fait, on a une scène qui est filmée, comme tu l'as dit, qui devient virale, où l'agonie, en plus de George Floyd, est verbalisée, parce qu'il y a ce fameux I Can Breathe. Alors, il y a déjà eu une affaire similaire quelques années auparavant, au milieu des années 2010, c'était l'affaire Eric Garner, qui était un homme qui était suspecté par la police, accusé par la police de vendre des cigarettes à la sauvette, donc à New York, et qui a été lui aussi mis au sol, ceinturé et victime d'une clé d'étranglement, et il est également mort de suffocation, prononçant la même phrase, I can't breathe. Bon, pourquoi là ça prend plus que ça n'a pris à l'époque, ou pourquoi ça prend encore plus que ça n'a Ouais. pris à l'époque? Parce que le mouvement Black Lives Matter ne naît pas avec l'affaire George Floyd. En fait, il naît principalement avec l'affaire Michael Brown en 2014, Ouais. à Ferguson, en périphérie de Saint-Louis, et autour en fait, d'une succession de décès d'hommes noirs tués par la police dans des conditions à minima suspectes, à maxima absolument scandaleuses. Ouais. Donc là, je pense que la captation vidéo ajoutée au contexte général qui est, faut se replonger à l'époque, tu disais début 2020, en fait c'est en mai ou Ouais. c'est fin mai Ouais. ou tout début juin, fin mai si mes souvenirs sont bons. C'est aussi une période où on commence en fait à sortir des confinements un peu partout, où
Souviens-toi, c'est la fin de la première vague, et l'actualité en fait commence aussi à se focaliser sur d'autres choses, ce qui a probablement aussi joué un facteur, a eu un effet, un effet démultiplicateur. Ouais, d'accord. Ok, effectivement. Tu disais. Alors, non, je garde ma question pour plus tard. Je garde ma question pour plus tard parce que j'ai d'autres questions. Ce que tu dis fait émerger plusieurs questions chez moi. Là, c'est filmé. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment dire Alors, je sais pas si tu as la réponse à ça, évidemment, parce que là, c'est une question précise. Mais enfin, pourquoi est-ce que ce moment-là a été filmé? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est suite à des nouvelles politiques de surveillance, de répression? Comment ça se fait que ce moment-là est filmé? Ça se fait que c'est une interpellation sur la voie publique en plein jour, qu'il y a du monde et que ben, aujourd'hui, de toutes les manières, un peu tout le monde a le réflexe de filmer un événement inhabituel ou en tout cas marquant sur la voie publique. Donc la raison, elle n'est pas due à une Ok, politique quelconque de qui que ce soit, hein. C'est une jeune femme qui a capté ça. Après, on peut inscrire ça un peu dans le temps long, si tu le souhaites, et faire un peu un historique justement des captations vidéo d'interventions policières aux États-Unis, parce qu'en fait, la jeunesse de ça est assez intéressante. Elle remonte à il y a exactement 30 ans, c'est-à-dire en 1991. Oui, mes calculs sont bons, on est en 2021. C'est l'affaire Rodney King à Los Angeles, en fait. Donc, 91, il n'y a pas de smartphone, ouais, il y a pas d'Internet, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas les réseaux sociaux. C'est une interpellation, en fait, extrêmement violente qui est menée par la police de Los Angeles sur un automobiliste noir qui est récalcitrant, c'est-à-dire qu'il commet un délit de fuite, enfin plutôt un refus d'obtempérer, et à l'issue de la poursuite, il résiste à l'interpellation, ce qui en fait mène à un déchaînement de violence de la part des 4 policiers du LAPD qui interviennent. Manque de chance pour eux. Alors encore une fois, l'individu est objectivement récalcitrant. Quand tu regardes la vidéo dans son ensemble, et je vais revenir, enfin je vais expliquer dans quelles conditions la vidéo a été captée, ouais, il est effectivement très, très résistant au début. Il a un comportement qui est assez erratique. Sauf que à un moment, les policiers le mettent au sol et là, ça doit s'arrêter. Tu le menottes et l'affaire est finie. Et ouais, en réalité, il se déchaîne sur lui pendant de longues minutes en mettant des coups de matraque notamment. d'accord. En fait, ce jour-là, un riverain s'est acheté un caméscope. Il était sur son balcon en train de tester son caméscope, son nouveau jouet. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Ben tiens, il y a une interpellation, je vais filmer ça en intégralité. Ah putain, Et d'accord. il transmet les images aux chaînes de télé américaines, et ça devient complètement viral. Ouais, Et c'est en fait à ce moment-là qu'il y a une prise de conscience aux États-Unis, enfin une prise de conscience, ou en tout cas un électrochoc, disons ça plutôt de cette façon, parce que certaines personnes avaient conscience, mais un électrochoc auprès d'une partie de l'opinion publique américaine sur justement les violences policières et le fait que il y ait des comportements policiers inacceptables et parfois extrêmement violents à l'égard des minorités. Ensuite, avec la généralisation des moyens de captation vidéo, les caméras sont devenues de plus en plus petites, les appareils photos sont devenus de plus en plus petits, et puis au bout d'un moment, on a été doté de smartphones qui sont ouais, capables de filmer et de diffuser. Il y a eu la généralisation de ce qu'on appelle le cop-watching. Donc, c'est ces militants aux États-Unis qui suivent en fait les patrouilles de police et filment leurs interventions pour être sûr en fait d'avoir des preuves en cas d'exaction et surtout d'avoir un peu un effet dissuasif. C'est que si tu sais que tu es filmé, tu vas pas travailler n'importe comment. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est tout simplement une jeune femme. Enfin, c'est une coïncidence. Hein, il n'y a ouais, pas ouais, ouais. y a pas de volonté délibérée ou de politique ou quoi que ce soit. D'accord. T'as parlé de cop watching, ça date de quand ça? Est-ce que c'est exclusif aux États-Unis ou il y a ça existe aussi chez nous? Alors, à quand ça remonte, je dirais comme ça, vu de nez, une dizaine ou une douzaine d'années. Ouais, On a beaucoup parlé. Enfin, moi, je me souviens que j'ai pas mal été questionné là-dessus vers 2012, 2013, 2014. ok, Et la réponse policière à ça, ça a été de se doter justement de caméras piétons. C'est-à-dire les polices. Alors, il y en avait déjà sur les véhicules. Et puis peu à peu, les policiers aux États-Unis ont commencé, alors pas partout, hein, loin de là, mais ont commencé à porter eux-mêmes des caméras en disant, en fait, certains extraits qui sont diffusés par les cop watchers, ouais, ils sont complètement sortis de leur contexte. C'est qu'on voit une intervention policière violente, mais on voit pas que le mec avant, il a essayé de les frapper ou il a essayé de commettre un vol à l'arraché, peu importe. Et donc en fait, c'est un peu comme ça qu'a démarré cette escalade, j'ai envie de dire, des moyens vidéo de part et d'autre. Est-ce que ça existe ailleurs? Oui,
ça reste extrêmement embryonnaire. Ok. Il y a eu des initiatives en France, ça doit exister en Grande-Bretagne, enfin, ça existe en pas mal de pays, mais on peut pas parler d'un phénomène de société qui soit extrêmement répandu. Ok, je vois. Coucou Elite énervé, bah, bienvenue sur la chaîne. Ouais, bonsoir à toi et mets-toi à l'aise. T'as raté le début, mais c'était. Voilà, t'as raté que le début, donc ça va. La vie est belle, tout va bien, on peut continuer. Tu parlais tout à l'heure, tu disais que le mouvement Black Lives Matter. Alors, toi, je rappelle que toi, tu étais spécialiste de la police, des polices. T'es pas sociologue des civilisations américaines, mais tu disais que ça intervient, ça arrive dans un contexte de Black Lives Matter qui a déjà commencé. C'est pas le Mhm. point de départ. Est-ce qu'on peut dire que ça l'a embrasé en fait, que ça a fait que le rendre plus visible? Ouais, complètement, complètement, parce que ce qui est vraiment caractéristique avec l'affaire George Floyd, c'est qu'il y a eu une onde de choc mondiale, il y a eu une onde de choc américaine, avec un nombre et une densité de manifestations qu'on avait sans doute rarement observées. Ouais. Alors, on peut remonter aux années 60 au mouvement des droits civiques, mais évidemment, qui a été un autre moment très très fort en fait dans la vie politique et sociale américaine. Mais là, il y a vraiment une onde de choc qui est d'abord américaine, mais qui, entre guillemets, contamine. Je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot-là en cette période. Le terme est peut-être pas approprié, mais en tout cas, A une déteint. influence. Voilà Déteint. un Ouais. mot plus adapté. Déteint en fait sur bien d'autres pays, y compris chez nous en fait. Ouais. Les manifestations du comité Adama Traoré devant le tribunal judiciaire de Paris et place de la République, il y a environ un an de ça, hein, Ouais. c'était fin du printemps, début de l'été l'an dernier, n'aurait absolument jamais eu cette magnitude s'il n'y avait pas eu l'affaire George Floyd. Le comité Adama Traoré, il existe depuis longtemps, il existe depuis 5 ans environ, puisque l'affaire Adama Traoré remonte à 2016. C'était quelques dizaines ou quelques centaines de militants qui étaient très engagés et très au courant de ces problématiques-là. Mais t'avais jamais des milliers de personnes comme ce qu'on a vu place Ouais. de la République il y a un an de ça, quoi. Ok, ok. D'accord, je vois. Euh, Là, on a du coup, on a une, comment dire, ouais, un ensemble de manifestations qui a eu lieu partout. Est-ce que depuis toi ou tes collègues, enfin en tout cas les gens qui bossaient sur les questions des polices, est-ce que ça a suscité des changements au niveau de la police américaine? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a des nouvelles politiques? Est-ce qu'il y a eu je sais pas, enfin tu vois, est-ce qu'il y a une restructuration? Comment est-ce que ça a évolué? Bah, en fait, bon, tu as eu tout le mouvement, enfin, dans le sillage, enfin, plutôt qui a été l'un des mots d'ordre de Black Lives Matter, Ouais, c'est Defund the Police. ok, En substance, enlever le budget, ou en tout cas réduiser le budget de la police. Et cette idée de, en fait, réduire les budgets de la police pour augmenter les budgets de services sociaux, de services de prévention, ouais, en partant du principe qu'un certain nombre d'actions policières pourraient être évitées s'il y avait une politique de prévention. Que en réalité, avec du travail social, ou plutôt que certaines situations nécessiteraient plutôt l'intervention de travailleurs sociaux, d'agents de prévention, d'agents de médiation, plutôt que de la police. Euh, ce mot d'ordre, il a été opérationnalisé dans certaines villes. Je pense à Portland, par exemple. Il y a un article fleuve dans le Washington Post, je crois, que vous ok, pouvez consulter en ligne, qui est gratuit, qui est passionnant. ok, Parce que, bon, alors il faut une bonne demi-heure devant soi pour le lire, mais il fait assez bien le point sur les choses. Et c'est assez, comment dire, euh, c'est assez marquant parce que l'idée de base est très bonne. Oui, se dire qu'on va essayer de prévenir le crime plutôt que de réagir, de traiter les choses par des solutions sociales, par des solutions de médiation, plutôt que d'avoir l'intervention d'urgence. Sur le papier, c'est extrêmement séduisant. Sauf qu'en fait, la transition très brutale, je pourrais plus te dire comme ça de tête quelle a été la réduction du budget en fait de la police de Portland ouais, suite à ça. Mais il y a une hausse très significative des homicides, il y a une hausse très significative des violences. Euh, et en réalité, la majorité des populations issues des minorités, hein, hispaniques et noires, quand je dis majorité, c'est de l'ordre de 80%. Hein. d'accord, En fait, ils ne souhaitent pas une baisse des budgets et des effectifs de police. Ils disent non, on veut de la police, on veut de la sécurité. ouais, C'est juste qu'en fait, on veut un changement de pratique, on veut un ouais, changement dans la formation et on veut être protégé plutôt que nous sentir en danger. Donc, et ça c'est une leçon qui est assez intéressante, qui est que les populations en général, et plus particulièrement les populations issues des minorités, ne sont pas hostiles à l'idée de police. ouais, Elles sont
hostile à la manière dont celle-ci est exercée. Donc il y a ça. Alors après, il y a tout un débat sur la formation, sur les objectifs de la police, mais on est sur des réformes qui vont forcément prendre du temps, en sachant que beaucoup de réflexions ont démarré à l'issue de l'affaire Rodney King que je viens d'évoquer, donc 1991, ou même à l'issue des vagues d'émeutes et du mouvement des droits civiques dans les années 60. Donc on est sur quelque chose qui est très lent et qui est très long, parce que on est sur un problème structurel de la société américaine euh, qui est enquisté depuis plusieurs décennies, pour ne pas parler de siècles. Ok, pour ne pas parler de siècle, ok, très intéressant. Si quelqu'un dans le chat a un ordi sous la main et est motivé pour chercher cet article du Washington Post, pour le mettre dans le chat, et ben, c'est avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez ça sous la main. Au pire des cas, tant pis. Mais ce serait chouette. Mathieu, j'ai noté là, tu as dit, tu as parlé de populations notamment issues des minorités qui disent qu'elles aimeraient être protégées plutôt que se sentir en danger. J'aimerais revenir sur cette notion de se sentir en danger. En rappelant que là, on parle des États-Unis. Je rappelle pour tout le monde que là, on parle spécifiquement des États-Unis. On pourra potentiellement faire une passerelle avec la France à la fin, se poser des questions, voilà. Mais là, on est aux États-Unis. Quand tu dis se sentir en danger, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il y a un certain nombre de chiffres qui sont, comment dire, fiables, objectifs, parce que c'est quelque chose qui est compté aux États-Unis, qui montrent que les minorités sont surcontrôlées en fait par la police, et que les minorités sont surreprésentées parmi les victimes de la police. Bon alors, c'est un argument, enfin c'est un débat qui est un peu, qui est non seulement interminable, mais en plus extrêmement sensible, parce que certains répondent en disant oui, d'accord, mais en fait, les minorités sont également surreprésentées parmi les auteurs et parmi les victimes d'homicides. Un chiffre très basique, c'est un jeune noir victime d'homicide, en général, il est tué par un autre jeune noir. Ok, Et ça, en fait, aux États-Unis, là où le débat sur la question il est un peu plus objectivable qu'en France, c'est qu'on a des statistiques. On a des statistiques sur l'origine ethnique des victimes et des auteurs d'homicides. On a des statistiques ethniques sur les victimes de tirs policiers. On a des statistiques sur aussi, également les minorités dans la police. Et ça c'est un autre point intéressant, hein, qui est que il faut pas non plus avoir l'image des polices américaines comme étant des forces uniformément blanches et racistes qui s'en prennent à des minorités. Les polices américaines dans les grandes villes, elles sont extrêmement diverses en fait, hein. ouais. Et ce qui pose une autre question qui va au-delà du simple débat sur le racisme. Donc tout ça pour dire que certains disent, y compris dans le monde de la recherche, hein, là je te parle pas de débat de comptoir, hein, Ouais. de protestation, mais vraiment de production empirique, qui disent, c'est Robert Reiner qui a écrit là-dessus, mais je veux pas dire de conneries, citer d'auteurs qui ne seraient pas à l'origine de ces propos, mais qui dit, en fait, quand on étudie les relevés d'intervention et les appels d'urgence auxquels répondent les policiers, c'est qu'en réalité, ils sont plus souvent confrontés à des Noirs, des Hispaniques dans des situations dangereuses, dans des situations où on leur signale quelque chose qui est potentiellement risqué. D'où le problème suivant, qui est que quand bien même tu as une surreprésentation des Noirs et des Hispaniques parmi les victimes d'homicides, Ouais. c'est une infime minorité de ces populations. D'accord ? Ouais. Ça reste en fait infinitésimal parmi, rappelons-le, il y a par exemple il y a 11 ou 12% de Noirs dans la population américaine. Ça reste infinitésimal, mais il y a la construction dans l'imaginaire policier que en fait tous les jeunes Noirs et dans une moindre proportion les jeunes Hispaniques sont des gens dangereux face auxquels on doit avoir une attitude méfiante. D'où par exemple le fait qu'ils vont dégainer l'arme plus facilement face à une personne issue des minorités Ouais. que face à une personne blanche. Quand bien même, encore une fois, le risque qu'ils aient affaire à un criminel de carrière lui-même armé est extrêmement faible. Oui, bah, ok, bah, oui, c'est ça en fait, ça a du sens et c'est ce que dit d'ailleurs Jerry Pista dans le chat qui dit que la différence sur le port d'armes, par exemple avec la France, ne permet pas vraiment de comparaison sur la violence et comment elle s'exerce, Absolument. parce qu'au-delà du racisme systémique, il y a une violence telle que les policiers, je pense, sont sur les dents. Effectivement, en fait, on imagine très bien ce côté un peu, en fait, vu d'ici,
c'est que les flics américains ils ont un peu cette image de cow-boy. On a l'impression que c'est un peu le Far West, les États-Unis. J'ai l'impression que, ouais, là, tu me dis si je me trompe, hein, mais que il y a ce côté genre, bah ouais, après tout, vu que tout le monde a le droit d'avoir une arme, bah, quand t'es flic, d'ailleurs, ça, on l'avait déjà évoqué dans une interview qu'on avait fait ensemble à l'époque. Quand t'es Absolument. flic aux États-Unis, tu vois un mec en face de toi qui a une arme, bah, tout de suite, tu vas être hyper méfiant parce que t'es pas à l'abri de te faire tirer, quoi, de te faire tirer dessus. En fait, c'est même pas quand tu vois un mec qui a une arme, c'est quand tu vois un mec tout court. Le chiffre, enfin, que j'avais, je pense, déjà donné lors de notre échange précédent, c'est que tu as 300 millions d'armes à feu qui sont en circulation aux États-Unis. Ouais, incroyable. Et ils ont un taux d'homicide qui est à peu près 5 fois supérieur au nôtre. La France a un taux d'homicide qui est aux alentours de 1 pour 100 000 habitants. Les Américains sont à 5. Alors attention, hein, les États-Unis sont loin d'être le pays le plus dangereux au monde. Le Salvador, à un moment, il y a quelques années, avait atteint quasiment, enfin, était autour des 100 homicides pour 100 000 habitants. Donc France 1 pour 100 000, États-Unis 5, Salvador autour de 100. Et un tiers des homicides dans le monde sont commis en fait en Amérique latine, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Hein, juste pour avoir comme ça, pour un peu remettre un peu de proportion. Mais toujours est-il que oui, les États-Unis sont un pays où le taux d'homicide est quand même très nettement supérieur à la France, Ouais. et où de ce fait, les policiers partent souvent du principe, contrairement aux policiers français, hein, qui sont pas irréprochables, on a discuté, oui, il y a des violences policières en France, mais le policier français, d'une manière générale, ne part pas du principe que la personne contrôlée porte une arme à feu, ou que la personne sur Ouais. laquelle on fait un contrôle routier a une arme à feu. Le policier américain va quasiment systématiquement partir de ce principe-là. Ce qui fait que tout geste brusque va être mal interprété. Euh, Encore une fois, l'illustration très basique que je donne systématiquement, c'est que quand tu subis un contrôle routier en France, bon, bah, les policiers, ils sont prudents, mais ils s'approchent de ta vitre, ils demandent de baisser la vitre, ils demandent tes papiers. Aux États-Unis, les policiers ont souvent la main sur le pistolet, en fait, sur la crosse du Ok, pistolet, ouais. au cas où ils devraient dégainer, quoi. Ils sont préparés à éventuellement dégainer l'arme à feu dans ce genre de situation. Donc, pour reprendre l'expression, enfin, le gimmick que j'utilise souvent pour déconner sur Twitter, différence de mentalité. Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Et en fait, ça montre enfin, symboliquement, ça montre la tension, en fait. Ça montre la tension qui est déjà là, alors que c'est un contrôle de routine et que, donc, en France, si vraiment le gars a la main sur le pistolet dès le départ, c'est qu'on se dirait que le gars a un souci. Alors que là, ça a l'air d'être plus une norme, en fait, enfin, une habitude prise. Attends, je vais lire. On a Alpha Beta dans le chat qui nous dit le policier américain n'a pas besoin de voir une arme, il peut justifier son tir dès le moment qu'il se sent en danger. Absolument. C'est ce qui fait que c'est quasiment permis de tirer ou tuer quand il veut. Est-ce que Ouais. justement, est-ce que ça, tu veux compléter? Non, non, mais c'est une remarque fondamentale parce que euh, depuis le milieu des années 2000, tu as environ 140 policiers qui ont été poursuivis aux États-Unis pour homicide, soit homicide volontaire, soit coups et blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Sur les 140 et quelques, je crois que tu en as de mémoire 37 ou 39 qui ont été condamnés. Sur les 37 ou 39 qui ont été condamnés, donc tu n'en as que 7 qui ont été reconnus coupables d'homicide volontaire Ouais, et donc condamnés à de la prison. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, le doute bénéficie très très souvent, même très majoritairement, aux policiers aux États-Unis. C'est-à-dire aussi bien dans la phase d'enquête, et pour tout un tas de raisons, les procureurs font très attention avant de poursuivre en fait un policier. Et ensuite, devant un jury, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a cet aspect-là des choses, c'est que c'est un jury qui est face à vous, et le jury va très souvent considérer, les membres du jury vont très, très souvent se dire, bah ouais, quand même, il a dû prendre une décision en une fraction de seconde. Et tel mouvement, tel geste qu'a fait la personne, bah oui, ça peut légitimement être interprété comme une tentative de saisir d'une arme. Quand bien même, en fait, la personne voulait se saisir d'une bouteille d'eau. Je dis n'importe quoi, hein, mais ouais, ouais, pour schématiser. ouais. Et oui, il y a d'une manière générale où il y avait, est-ce que les choses sont en train de changer durablement, on verra, mais une tolérance de la société américaine à l'égard du tir policier qui est assez élevée, pour les raisons D'accord. que je viens d'évoquer. Enfin, notamment pour les raisons que je viens d'évoquer. D'accord. Tiens, il y a la Galette qui demande,
J'allais poser une question, mais la galette en pose une. Donc, priorité au chat, bien évidemment, priorité aux viewers. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour les viewers? Peut-être que ça a déjà été abordé, car la galette est arrivée en retard, mais nous le pardonnerons, il n'est que trop français. Mais j'en sais rien en plus, j'en sais rien. Là, je fais le mec blague cliché, mais j'en sais rien, ça se trouve même pas, auquel cas la blague tombe à l'eau. Mais réciproquement, est-ce que le taux de mortalité au sein de la police américaine est aussi élevé? Ouais, alors il est plus élevé qu'en France. Il y a plus. Je suis un peu pris de course pour donner les stats. J'aime bien d'habitude donner les stats et objectiver les choses. C'est notre métier. Donc comme ça de mémoire, je ne saurais pas citer, je ne saurais pas donner le chiffre exact comparativement à la France. Alors en France, les gens qui sont tués les policiers qui sont tués par balle, c'est rarissime. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Avignon il y a maintenant de cela 2 mois, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment pas. Tu dois avoir entre 10 et 15 policiers ou gendarmes par an qui sont tués en fait en service, mais ça peut être parce qu'ils sont renversés. Généralement, c'est parce qu'ils sont renversés par une personne qui refuse d'obtempérer. Aux États-Unis, après on peut faire une recherche internet, hein, c'est Google, c'est beau et c'est facile, hein, je peux faire la recherche en même temps que je vous parle, mais on a un nombre de policiers tués en service par balle qui est évidemment bien plus élevé qu'en France. Bah tu vois, regarde, j'ai number of police officers killed in 2019. Ben, en fait, j'allais dire une centaine, ben, j'étais pas très loin. C'est 89 en fait Ok. policiers américains qui ont été tués en service. Donc, oh, c'est plus élevé qu'en France si on ramène à la population. Ouais. Parce qu'il faut multiplier par 4,5. Donc, comme ça, à vue de nez, on est sur un taux qui est 2 fois supérieur à la France. Voilà, si je dois faire une réponse un peu à la va-vite en faisant un calcul de tête. Ok. D'accord, mais merci pour la précision et merci pour la recherche express. Belle démonstration de l'usage des outils numériques. Félicitations. Ouais, et de l'habitude du mec qui parfois se retrouve en galère sur un plateau télé ou lors d'une conférence et qui dégaine très vite son téléphone portable pour vérifier un truc avant de prendre la parole. Crois-moi, ça m'est arrivé. Oui, j'imagine bien, j'imagine bien. Tiens, on a une anecdote de Alpha Beta qui, je ne sais pas si tu pourras la commenter, mais qui dit pour m'être fait contrôler dans le cadre d'un, je cite, simple contrôle routier par la BAC, les trois mecs avaient la main sur le pistolet, ce qui n'est pas le cas quand c'est la police classique, entre guillemets, ou la gendarmerie. Ouais. Alors, s'il peut préciser le lieu et l'heure de la journée, ce serait très intéressant. Je suis pas du tout étonné, effectivement, les bacs ont une approche Musclé. plus agressive, hein, disons-le très clairement. Mais c'est aussi quand tu te mets dans la position des baqueux, et je ne dis pas du tout que c'est justifié et que la situation dans laquelle notre ami s'est retrouvé était normale, mais très souvent, eux, ils sont à la chasse à quelqu'un qui détient du stup, à quelqu'un qui vient de commettre un vol à main armée. Et donc, dans leur tête, ils chassent ce qu'ils appellent du gros gibier, hein. Je reprends le vocable policier. Et donc, ils se disent, cette personne, elle est potentiellement dangereuse. Et donc, notamment à certains endroits et certaines heures de la journée ou plutôt de la nuit, ils vont avoir tendance à avoir la main sur le holster. Voilà un peu la logique professionnelle sous-jacente. Mais s'il peut nous donner plus d'infos sur les conditions du contrôle, je pourrais sans doute commenter de manière plus pertinente. Ok. En attendant qu'Alpha Beta développe, ou non d'ailleurs, peut-être est-il parti manger entre-temps, en quelques Oui, secondes. oui. Moi j'ai une question pour retourner aux États-Unis, parce que c'est notre terrain du jour, j'ai envie de dire. Euh, J'aimerais qu'on parle des rapports entre la police et la population. Parce que tu disais qu'il y a une partie de la population qui peut se sentir en danger vis-à-vis de la police américaine, notamment les minorités ethniques. Euh, mais en dehors de cette donnée-là, de cette information-là, de ce fait-là, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve, cette idée que la police américaine est dangereuse ou peut être dangereuse? Est-ce qu'on le retrouve dans une majeure partie de l'opinion publique américaine? Non, alors pas dans une majeure partie de l'opinion publique américaine. Déjà, faut quand même, faut bien réaliser que c'est un État de 300 millions d'habitants, Ouais, plus de 300 millions d'habitants, 50 États, c'est un État fédéral avec 50 États qui ont des législations et notamment des législations pénales
et des pratiques policières qui peuvent varier. Enfin, ça varie même pas au niveau des États, ça varie au niveau infra-étatique. Je redonne une stat que j'ai peut-être déjà donnée la dernière fois, et j'en suis désolé si je me répète et si certaines personnes reçoivent l'information à une nouvelle reprise, c'est qu'il y a 18 000 services de police différents aux États-Unis. Ouais. Parce qu'il y a des polices fédérales, il y a des polices au niveau des États, il y a des polices au niveau des comtés, et il y a des polices au niveau des municipalités. Ce qui fait que si tu vas dans des zones rurales du Wyoming, du Montana ou du Dakota, les gens, ben ouais, le shérif du coin, on le connaît bien. De toute façon, il n'y a pas tellement de problèmes dans le coin. C'est un acteur de la société locale. On l'aime Ouais. bien et on est pour la police et on est pro-shérif. Ça, c'est une première chose. C'est que en fait, une grande partie des Américains vivent dans des zones rurales qui en fait sont relativement tranquilles et où en réalité il y a un sentiment communautaire. Quand je dis communautaire, c'est pas du tout au sens ethnique ou religieux, Oui, quoi que bien ce soit. sûr. C'est au sens communauté locale, en sens Ouais, américain du ouais, terme, ouais. un sens communautaire qui est très très fort. Maintenant, il y a des situations qui sont beaucoup plus contrastées dans les grandes villes. C'est que, prenons le cas de Los Angeles, que je connais le mieux. Parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur la police de Los Angeles, je m'y Ok. suis rendu à de très nombreuses reprises. La situation en 91, au moment de l'affaire Rodney King, donc je le répète, cette affaire d'automobiliste noir qui est passée à tabac par 4 policiers du LAPD, et les vidéos, en fait, c'est capté par vidéo et c'est diffusé sur toutes les chaînes de télévision, non seulement des États-Unis mais du monde. Ouais. Dans les quartiers blancs, donc notamment dans la San Fernando Valley. La San Fernando Valley, c'est toute la partie nord en fait de Los Angeles, qui est une zone résidentielle qui, notamment à l'époque, alors les choses ont un peu évolué depuis, est quasi exclusivement blanche. Le LAPD garde en fait un soutien à peu près total de ces populations à ce moment-là, de l'ordre de 90%, qui considèrent que en fait, bon, les quartiers sud de la ville, donc South Central, donc encore une fois, San Fernando Valley, c'est le nord de la ville. South Central, comme le nom l'indique, c'est le sud de la ville, et ça, c'est vraiment historiquement le ghetto noir, où se trouve Ouais. notamment le quartier de Watts. De toute façon, toutes ces zones-là sont super dangereuses. Mhm. Les populations afro-américaines sont dangereuses, donc nous, en fait, on donne un mandat à peu près illimité au LAPD pour qu'ils nous protègent de ça. Et donc, ils ne voient pas la police comme un danger, mais comme une sorte de rempart contre le chaos qui règne à l'autre bout de la D'accord. ville. Alors maintenant, 30 années ont passé depuis, les mentalités ont évolué, les opinions conservatrices ont plutôt décliné à Los Angeles et d'une manière générale en Californie. Enfin, sur les côtes californiennes, à l'intérieur des terres, c'est un peu différent. Mais tu gardes quand même des populations conservatrices blanches, et d'ailleurs non blanches aussi, hein, parce qu'il y a des populations hispaniques qui sont conservatrices et qui en fait sont pro-police, hein, qui considèrent, Ouais. faut pas oublier que l'opinion publique américaine est beaucoup plus répressive que la nôtre. Hein, D'accord. que la peine de mort est quelque chose qui reste accepté globalement dans un certain nombre d'États, avec une adhésion de l'opinion publique, et où il y a un soutien pour la répression qui est beaucoup plus élevé qu'il ne peut l'être en France, en Allemagne, ou je parle même pas de l'Europe du Nord. Ouais. Ok, oui, c'est vrai que ça, c'est une donnée qu'on a tendance à mettre de côté. Effectivement, à mettre de côté ou à ignorer tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a encore plusieurs États aux États-Unis qui ont la peine de mort dans leur arsenal juridique, judiciaire. Et c'est vrai que ça, enfin, ça montre qu'effectivement, comme tu dis, il y a un rapport à la répression qui est assez différent du nôtre, assez éloigné du nôtre, quoi. Complètement. Il y a un taux d'incarcération qui est beaucoup plus élevé que le nôtre. Et encore une fois, hein, pour bien illustrer, voilà, tu vois, balancer une tarte à la crème, tu vois, du type les États-Unis, entre tradition et modernité, les deux Amériques qui ne se parlent plus, enfin, tu sais, Ouais, ouais, tous les ouais. trucs qu'on balance quand on parle des États-Unis. Mais pour donner une autre illustration, euh, le Michigan supprime la peine de mort dans les années 1850, ou dans ces eaux-là. Enfin, il y a un siècle et demi, en tout cas. Michigan, donc c'est au nord des États-Unis, c'est Détroit, Lansing. Lansing est la capitale et Détroit est la plus grande ville. Euh, le Texas, aujourd'hui, euh, exécute toujours. C'est l'État qui exécute le plus. Donc tu as en fait deux extrémités, mais reprenons le cas du Michigan. Ouais. Le Michigan abolit la peine de mort plus d'un siècle avant la France.
Hein. N'oublions pas, la France abolit la peine de mort en 81. La dernière exécution a lieu, je pense, en 77 et 78. Tu sais comment on exécutait en France? Euh, chaise électrique, peut-être? Alors non, c'était la guillotine. Hein. Ah ouais, Donc, d'accord. ouais. Donc c'est aussi pour montrer à quel point les choses peuvent évoluer très vite. Et elles évolueront peut-être très vite. Encore une fois, l'opinion publique elle est plutôt plus conservatrice que la France. Mais il y a globalement un mouvement à minima de suspension des exécutions, même dans les États qui l'appliquent encore officiellement. Il y a un moratoire. Il y a aussi en ce moment une vague de légalisation. Alors c'est un autre sujet, hein, mais ça montre aussi comment les mentalités peuvent évoluer. Il y a aussi une légalisation progressive du cannabis dans un certain nombre d'États. Alors pourquoi je dis ça? C'est que globalement, ça reste un pays conservateur. Enfin, ça reste un pays plus conservateur que le nôtre Ouais. sur un certain nombre de valeurs, le rapport à la religion, le rapport à la répression. Mais il y a peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer et qui va peut-être aller en fait assez vite. D'accord, d'accord. D'accord, ok. Mais oui, comme Rainette, comme je suis choqué par cette information sur la guillotine. Euh, ouais, là, je suis un peu sur le cul en fait, on va pas se mentir. Euh, Moi, je pensais que tu sais, c'est un peu comme bah, tu sais, comme dans les séries américaines justement, où tu vois des gens qui se font condamner à mort, mais c'est plus propre quoi. Alors c'est à la chaise, une injection létale, enfin ce que Ouais, tu c'est veux. l'injection létale aujourd'hui qui est la principale, le principal mode d'exécution. Ouais. Voilà, ouais, c'est ce que j'ai cru voir dans une série là récemment. Je me disais, bon, ben voilà, on s'est un peu modernisé. Mais alors, si tu me dis qu'en France, dans les années 70, c'était la guillotine quick la tête, on est où? On est où, les gars? Qu'est-ce que. On fait que. À quel moment le pays des Lumières qui a inventé le vaccin et compagnie, on est en coupe des têtes avec une hache, quoi. Bref. Euh, Donc j'ai trouvé la date exacte, c'est 10 septembre 77 ok. à la prison des Baumettes et donc l'individu en question, Hamida Djandoubi, a été guillotiné. Voilà. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a 45 ans, en France, on a comme coupé la tête à quelqu'un le plus légalement du monde. Ah, quand même, ce pays est fabuleux. Bon, alors attends, tiens, juste, je reviens pour terminer du coup sur Alpha Beta et son anecdote avec la BAC, qui disait que c'était en plein centre-ville, vers 21 heures le soir, qu'il faisait encore jour. Il vit dans une ville plutôt calme, en pleine campagne. Et le Ok. voyant en règle, ils n'ont pas perdu de temps, en effet, mais en effet, ça se sentait qu'ils cherchaient, comme tu disais, un gibier, en fait. Ouais. Voilà. Oui, oui. Bah, de toute façon, c'est un peu le mandat de la BAC, hein, c'est de faire du flag, de faire beaucoup de travail proactif avec des contrôles pour essayer de découvrir des infractions, pour découvrir du stup, une arme, ou encore une fois une personne. Je pourrais raconter une anecdote assez marrante là-dessus, hein, Vas-y, si, vas-y. si tu veux que je m'attarde sur la France, vraiment 3 minutes. Je faisais une patrouille avec une BAC il y a quelques années, donc au cours d'un de mes terrains de recherche. C'est une BAC nuit dans une grande agglo française. Et à un moment, on est dans une sorte de zone industrielle un peu paumée à la périphérie de la ville. Je dirais 400-500 mètres devant nous, il y a une Golf qui crame un rouge. Puis elle en crame un second. Et donc là, les mecs, donc je suis avec 3 gars de la BAC qui limite jubilent. Ils sont en mode purée, ça doit être, ils doivent fuir après un vol à main armée, quoi. C'est-à-dire, le scénario dans leur tête, c'est en substance des types qui viennent de faire un braquage et en fait Ouais. ils respectent aucun feu, ils tracent parce qu'ils veulent fuir au plus vite. Donc l'équipage de la BAC met la sirène, poursuit la voiture, arrive à se porter à sa hauteur. Et là, en fait, c'est un couple totalement lambda, bien habillé, et ils sont complètement bourrés, quoi. Notamment l'homme, le conducteur au volant, ça se voit, à un moment, il regarde, il a une espèce de regard vide, alors qu'il devrait être terrifié, vu que c'est comme la BAC, enfin, il y a un véhicule de police qui se porte à sa hauteur. Et là, la réaction des 3 baqueux qui sont avec moi, c'est ah putain, c'est juste un mec bourré. Voilà. Ils étaient déçus de pas taper des braqueurs. Et donc, pour la petite histoire, ils ont stoppé le véhicule hein, qui a obtempéré. La jeune femme tenait à peu près, enfin, elle tenait debout, quoi. Elle avait l'air d'avoir toute sa tête. Ils lui ont demandé est-ce que vous avez le permis de conduire. Elle a dit oui, oui, j'ai le permis de conduire. Elle a dit bon, bah maintenant, c'est vous qui prenez le volant et vous rentrez en respectant le code de la route. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas interpellé, ils n'ont même pas verbalisé ni Ouais. rien parce qu'en fait, le routier, ça ne les intéresse absolument pas. Ok, ok. Et on a Lagadep qui a pronostiqué ça, qui a dit en chat que dalle, je suis sûr que c'était un fils à papa bourré. On était pas loin.
On n'était pas loin. Est-ce qu'il était fils à papa? Je sais pas, mais c'était un gars normalement habillé. Alors après, moi, j'ai déjà assisté à d'autres scènes de la BAC qui tapent sur du routier, des gens qui sont plutôt de classe populaire Ouais, et de différentes origines. D'une manière générale, ça les intéresse pas. En réalité, c'est vraiment une question de gravité de l'infraction et eux, ils sont là pour ramener des belles affaires. Et quelqu'un qui roule trop vite, qui crame un feu, c'est un motif de contrôle en fait. ouais. C'est-à-dire que ils vont s'en servir parce que ça leur donne une base légale pour stopper le véhicule et puis faire un contrôle de la personne, des pièces. Et ils rêvent de découvrir autre chose. Mais si c'est que du routier, pour te dire les choses très franchement, la plupart d'entre eux, ils ne savent même pas comment, ils ne se souviennent même plus parce qu'ils l'ont fait au début de leur carrière, hein, forcément, Ouais. ils ont pas commencé à la BAC, hein, t'entres à la BAC après quelques années d'expérience, mais ils se souviennent même plus en fait comment remplir un PV d'infraction routière. Ils disent, oh, purée, je me souviens même plus qu'est-ce qu'il faut mettre comme code infraction et tout, ça les emmerde, ils vont pas plus loin. Ok, ok, je vois. Bah, coucou Oufu, que j'ai même pas salué. Bah, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu es bien installé. Accompagné peut-être d'un diabolo aux fraises, d'un plat de pâtes ou que sais-je, d'un thé à la menthe. Voilà, j'espère en tout cas que tu es bien. On va pas revenir sur la question de la peine de mort en France. Enfin, je vois que ça, je vois que tu en parles un peu dans le chat, mais c'est pas le sujet du jour. J'aimerais qu'on vienne aux États-Unis. On est un peu revenu par chez nous parce que bah on est un peu chauvin, n'est-ce pas? C'est un peu la blague du jour, voilà. Euh, alors justement Mathieu, j'aimerais qu'on revienne à ça. Donc ce sujet de départ, euh, tu disais que c'est pas la première fois qu'un policier est filmé en train de commettre ce que certains appellent une bavure, ce que d'autres appellent son travail. Voilà, bref, c'est pas la première fois qu'il est en train de commettre une exécution, un meurtre, voilà. Alors pourquoi est-ce que celui d'Eric Chauvin, il a l'air de plus... Est-ce que c'est ce contexte réseaux sociaux, viralité accrue, accentuée, ou est-ce que c'est parce que on est aussi au sein même de la police américaine? Est-ce que ça arrive dans un moment de tension ou de remise en question globale de la police et de ses actions? Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. C'est que évidemment, il y a une viralité qui est beaucoup plus grande aujourd'hui que même il y a 5 ans. Évidemment, il y a 5 ans, il y avait déjà les réseaux sociaux, il y avait Ouais, déjà YouTube, il y avait déjà Twitter. Mais bon, les connexions étaient un peu moins performantes, les téléphones étaient un peu moins performants, tout le monde n'était pas forcément sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a quand même une génération d'hyper connectés qui a les moyens de diffuser de manière instantanée des images. ouais, Chose que tu ne pouvais absolument pas faire il y a 15 ans. Donc déjà, il y a cet élément-là. Deuxième élément, c'est que, au fond, ces images, elles ne souffrent d'aucune erreur d'interprétation possible. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a déjà eu des images de policiers qui ouvrent le feu. Mais c'est à la suite d'une poursuite. ouais, On se dit, bah oui, ils sont nerveux, ouais. la Dans le feu de situation leur l'action, ouais. échappe, Ok, ils doivent prendre une décision très vite. Ça prête à interprétation. Euh, on peut être d'accord ou pas, avoir chacun sa version des faits, mais la ligne de défense du policier peut tenir. Voilà, on va dire ouais, ça de cette façon. Là, tu as quand même pendant 9 minutes un gars qui a le genou sur le cou d'une personne qui n'arrête pas de répéter j'arrive pas à respirer et ouais, qui manifestement ne pose pas de danger. Il y a quand même cette situation-là qui appelle une très très forte indignation. Ensuite, est-ce que le contexte politique américain de manière générale joue? Forcément, parce que les années Trump ont aussi été des années de très forte polarisation politique. ouais, Donc, rappelons-le, hein, en mai 2020, je le disais, on est dans une période post-confinement, alors à des degrés divers et variés aux États-Unis, parce que tous les États n'ont pas appliqué les restrictions de la même façon. Et on est 6 mois avant l'élection présidentielle. ouais, Donc, on est aussi dans un moment très politique. ouais, ouais. Faut pas oublier ça. D'accord, ouais, je vois. Tout à l'heure, tu as évoqué, euh, tu l'as évoqué sans vraiment le dire. Alors, dit comme ça, on dirait que je vais te foutre dans la sauce, mais en fait, pas du tout, hein. Euh, mais tu as évoqué un peu le thème du... En tout cas, c'est comme ça que j'ai entendu la question du racisme au sein de la police américaine. Est-ce que c'est quelque chose qui est documenté? Euh, et si oui, dans quel sens? Enfin, est-ce qu'il est constaté qu'il y a effectivement un racisme au sein de la police ou est-ce que pas vraiment? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Ce que je peux dire, c'est que, encore une fois, de manière très très manifeste,
il y a un surcontrôle des populations issues des minorités visibles, Ok, qui est très net. Ils sont surcontrôlés, ils sont plus souvent invités à descendre du véhicule pour faire l'objet d'une palpation que les blancs. ouais, Et le taux d'efficacité des contrôles sur les Noirs et les Hispaniques est plus faible que le taux d'efficacité des contrôles faits sur les Blancs. d'accord. Alors, pour être très très clair, euh, les, quand on contrôle des Noirs ou des Hispaniques, on trouve moins souvent, je sais pas, des armes, de la drogue ou quoi que ce soit, en proportion, hein, j'entends, Ouais, que quand on contrôle des Blancs. Ce qui incite à penser que les policiers ont un peu tendance à contrôler tel type de population selon des caractéristiques qui sont avant tout leur physique, leurs origines, ouais, tandis que quand ils contrôlent des blancs, c'est parce qu'en fait ils ont repéré quelque chose de beaucoup plus concret. ouais, d'accord. D'où le taux d'efficacité qui est plus élevé parce que quand on contrôle un blanc, c'est parce que tiens, le véhicule n'a pas l'air en règle, la plaque elle est arrachée, ou tiens, j'ai l'impression que le type il tient une bière à la main. Enfin, pareil, Ouais, hein, j'invente un peu des exemples, hein, ouais, bien sûr. mais c'est pour illustrer les choses. Et Ensuite, sur après, les opinions, sur le racisme en tant que tel, et je ouais, te réponds parce que là je te parle discrimination ouais, ou surcontrôle et pas racisme. Euh, Aujourd'hui, hein, et je prolonge ce que je viens de dire, alors il n'y a pas d'études sur les États-Unis en tant que tels, c'est-à-dire sur les polices américaines dans leur intégralité. ok, Encore une fois, pays de 300 millions d'habitants, 18 000 services de police. Bon. Euh, Là, le chiffre que je donne toujours, c'est que dans les années 40, tu as au total 50 policiers noirs sur tout le territoire américain. Sur tout le territoire américain, tu as au total 50 policiers noirs. ah, d'accord. Aujourd'hui, une police comme celle de Los Angeles, mais c'est quasiment pareil à Chicago, c'est quasiment pareil à New York, à Miami, dans la plupart, à Atlanta. Les proportions sont à peu près identiques. Tu as des polices qui sont composées à 35, 40, 45, 50% de noirs et d'hispaniques. Ok, Donc, dire que les polices américaines aujourd'hui sont racistes au sens suprémaciste blanche, c'est un non-sens parce ouais, que elles sont très diverses, que les policiers blancs eux-mêmes, ils sont en patrouille avec des collègues noirs, avec des collègues hispaniques, et moi, de ce que j'ai pu observer, recueillir comme info, alors ça remonte à quelques années maintenant, hein, mais c'est que globalement, il y a plutôt une bonne entente entre eux et qu'il n'y a pas tellement de questions raciales ou racistes entre les policiers américains. En revanche, ce qu'on peut observer, c'est que, et ce qu'on peut aussi émettre comme hypothèse, parce que le surcontrôle demeure, les discriminations demeurent, c'est que ouais, les policiers issus des minorités projettent les mêmes perceptions sur les jeunes noirs ou les jeunes hispaniques que leurs collègues blancs, d'accord. et que parfois aussi, ils ont tendance, alors c'est très anecdotique, hein, c'est un policier, enfin un haut gradé blanc de la police de Los Angeles qui me racontait, mon premier équipier quand j'étais un jeune flic en patrouille, c'était un policier noir assez expérimenté, il était absolument odieux, mais odieux avec les autres noirs qui contrôlaient. Et un jour, j'ai demandé, je dis, mais pourquoi tu es aussi dur avec eux? Et il dit parce que, en fait, voilà, moi je veux montrer que je suis un policier avant tout et pas un noir. Ok, Et par ailleurs, les délinquants noirs, ils donnent une mauvaise image de la communauté noire. Donc moi, en fait, je peux pas les blairer, quoi. Je concentre mon attention sur eux parce qu'ils nuisent à la communauté dont je suis issu. oui, Donc tout ça d'accord. pour dire que le changement de composition ethnique des polices américaines n'induit pas forcément totalement un changement de comportement. Même si on ne peut pas parler de racisme au sens, encore une fois, idéologique, au sens suprémacisme blanc, mais au sens de discrimination, de contrôle discriminatoire à l'égard de certaines populations. Ok, je vois. D'accord, je comprends l'idée, effectivement. Donc, il n'y a pas il y a pas ce côté. Euh, est-ce qu'on pourrait utiliser malgré tout le terme qui est une notion qu'on entend beaucoup en ce moment? Tiens, coucou professeur Cloto, ben, merci beaucoup pour ton raid. Coucou les Clotozous, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ici on parle, alors on n'est pas très loin de la fin, mais en tout cas on parle du procès de Derek Chauvin et surtout des rapports entre la police américaine et la population américaine. Voilà. Donc mettez-vous à l'aise.
Et le replay sera dispo de toute façon sur la chaîne. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait utiliser le terme de racisme systémique pour parler de la police américaine, selon toi? Selon toi, Alors, alors selon toi, ou mieux, si jamais ça existe, selon la recherche, l'état de la recherche à ce sujet-là. oui, enfin, globalement, la recherche américaine sur la question est assez unanime sur la question. Alors, bon, je vais pas entrer dans un débat qui nous mènerait très tard sur la distinction entre racisme et discrimination. Ouais, Euh, mon positionnement est que le terme racisme est utilisé souvent à mauvais escient et dans des intentions idéologiques. Et pour moi, le racisme et la discrimination sont deux choses différentes. C'est-à-dire que le racisme, c'est une perception, une opinion, la vision d'une population comme étant différente, voire inférieure. La discrimination, c'est un comportement, c'est le fait de traiter différemment les gens. C'est pour ça que je préfère parler de discrimination systémique plutôt que de racisme systémique. Mais je suis très minoritaire ok, je suis de plus en plus minoritaire dans cette approche-là. Les anglo-saxons parlent de discrimination versus préjudice. Donc le préjudice, c'est le fait d'avoir une vision haineuse ou négative d'une frange de la population. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème systémique de discrimination? Allez, reprenons ce terme de racisme systémique ouais, aux États-Unis. Déjà, faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, les institutions et les représentants des institutions produisent du racisme et de la discrimination sans forcément le vouloir. Et ce que je viens de décrire euh, est exactement en fait la description de cette situation. Ce que je viens de décrire, c'est quoi? C'est des policiers noirs ou hispaniques qui vont surcontrôler parfois pas très bien traités ouais, des gens issus des minorités, alors qu'ils ne sont pas suprémacistes blancs. Hein. Euh, Bah, c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est que en réalité, le fonctionnement de l'organisation, le fonctionnement des polices, ouais. les objectifs fixés aux polices, la formation qu'on leur donne, conduit euh, comment dire, quasiment à l'insu des agents eux-mêmes, à produire des injustices. Donc dans ce sens-là, oui, on peut considérer il y a un problème systémique, il y a un problème systémique aux États-Unis. D'accord. Et est-ce que tu penses que... Alors là, ça rejoint une question que j'ai posée un peu au début, mais est-ce que tu penses que enfin, que du coup, ce qu'on a appelé l'affaire George Floyd et la condamnation de Derek Chauvin, euh, qui a l'air, entre guillemets, de faire l'unanimité dans l'opinion publique. Ah, tu me dis si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un consensus autour du Ah fait oui, oui, que oui. que c'est un assassinat abominable, en fait, quoi. Euh, Est-ce que tu penses que ça va apporter un changement ou que c'est peut-être en train, parce que c'était du coup il y a plus d'un an maintenant, au sein de la police américaine et des regards que les habitants et habitantes ont sur leur police au pluriel? Ouais, on n'a pas encore suffisamment de recul là-dessus parce que est-ce que ça a changé ou ça va changer les polices américaines? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà des changements budgétaires, des villes qui ont décidé de réduire les budgets, d'investir dans les services sociaux plutôt que dans la police. Certains se sont interrogés sur la formation des policiers et Ouais, donc réfléchissent aux questions justement de traitement équitable, de résolution de conflits, comment dire, de non-reproduction de biais implicites. ouais, Donc le biais implicite, c'est le fait, encore une fois, inconsciemment, de mettre en action des stéréotypes et donc, encore une fois, de produire de l'injustice à l'égard de certaines populations. Mais il faut bien comprendre que c'était il y a à peine un an. Et la condamnation, alors la condamnation en tant que telle, c'était il y a environ 2 mois. Et le prononcé de la peine, c'était là, il y a à peine quelques jours. ouais, Donc, est-ce que ça va produire un effet de long terme? De toutes les manières, je vais te redonner un exemple. Je vais refaire un parallèle avec l'histoire d'il y a 30 ans, avec l'affaire Rodney King. L'affaire Rodney King, c'est une énorme onde de choc. Et pareil, il y a la police de Los Angeles convoque une sorte de commission qui produit un rapport extrêmement médiatisé, donc ça s'appelle la commission Christopher du nom de son président,
donc qui était l'ancien sous-secrétaire d'État, américain, si mes souvenirs sont bons, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et ça a été très médiatisé, et puis la police de Los Angeles allait être révolutionnée. Elle l'a pas été, mais il y a quand même eu quelques changements durables. Ok. Sur le fait de faire des réunions police-population, par exemple, dans les Ouais. quartiers, qui était un truc qui n'était pas vraiment en vogue auparavant. Donc, ce que je dis là, c'est que de cette montagne de propositions et d'idées et de revendications qui ont émergé depuis George Floyd, Ouais. depuis l'affaire George Floyd, il restera sans doute qu'une petite colline. Mais c'est déjà beaucoup, en fait. C'est déjà un changement en soi. Et une fois encore, quand tu regardes la situation au présent, tu te dis, la vache, ça va super mal aux États-Unis. La société est tendue, la police tue beaucoup de gens, la police tue beaucoup de Noirs. Mais quand tu prends le recul historique, encore une fois, de te dire, bah tiens, il y a 70 ans, il n'y avait que 50 personnes, il n'y avait que 50 Noirs aux États-Unis qui faisaient partie de la police. Ouais. Bah ouais, il y a quand même des choses qui ont changé. Il y a quand même plein de grandes polices américaines qui ont eu des chefs ou ont des chefs noirs. C'est impensable dans les années 60, tu vois. Ouais. Donc, faut aussi réfléchir de cette manière-là, sur le temps long, se retourner et se dire, bah, en finale, il y a des choses qui ont changé. Il y a sans doute encore des choses qui vont changer dans la foulée de l'affaire Floyd-Chauvin, mais on ne le sait pas encore. D'accord, ouais, je vois. Oui, effectivement, peut-être qu'on a un peu souvent dans la tendance à notre époque à être dans le culte de l'immédiat un peu. Totalement. Alors que, bah, oui, comme tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a une série que, que vous connaissez peut-être dans le chat toi aussi Mathieu, qui est Brooklyn Nine-Nine, qui est une Mhm. sitcom américaine Ouais. qui est très drôle par ailleurs, que je trouve. Et dedans, donc, il se trouve que le chef d'équipe est donc, le capitaine est un homme noir et homosexuel. Et il Ouais. explique que dans les années 70, il était impensable qu'il soit à ce poste-là. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est autant. Parce que sa place, c'est pas qu'il l'a mérité, mais c'est qu'il a galéré pour en arriver là, quoi. Parce qu'il y a une époque où sa position était impossible en tant qu'homme noir et homosexuel. Euh, et on imagine que déjà, effectivement, la couleur de peau qui est plus visible que l'orientation sexuelle pouvait déjà être un gros frein à l'époque, quoi. Donc, comme tu dis, je pense que c'est Absolument. intéressant d'avoir une vision sur le temps long. Et je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans 10 ans sur la chaîne pour voir. Voilà, on sait que 1er juillet 2031, euh, voilà, 1er juillet 2031, on en reparle. Ah là, ça serait drôle que j'enregistre ce moment-là, tu vois, et que dans 10 ans pile, on se donne rendez-vous et qu'on en reparle. Mais je pense qu'il faut voir effectivement si dans 10 ans il y a eu des évolutions et il y en aura probablement, c'est ce que tu dis. Mhm. Oui, enfin, sans doute, hein. Et puis, bah, rendez-vous est pris en 2031, comme tu le proposes. Je pense que ça se fera en hologramme ou Ouais, en réalité virtuelle augmentée ou un truc de ce genre-là. Euh, je préfère ne pas penser aux technologies qui seront en vigueur dans une décennie, mais oui, sous une forme ou une autre, on peut avoir ce débat dans 10 ans. ok, très bien. Rendez-vous est pris. Les amis, si vous avez une dernière question, c'est maintenant. On va arrêter le stream là. On en avait parlé avec Mathieu un peu plus tôt en off. On voulait finir un peu dans ces eaux-là. Ça fait 1 heure qu'on y est. Je trouve on a bien déblayé le terrain. Mathieu, c'est quelque chose que tu veux ajouter, c'est maintenant. Dans le chat, c'est maintenant si vous avez des questions, mais ça a l'air d'aller en tout cas. Euh, alors, j'ai pas d'habitude, je le mets, là je l'ai pas mis. Mathieu, vous pouvez le retrouver, donc comme je disais, les spécialistes des polices. J'ai dit de la police, mais c'est plus correct si je dis des polices, non? Oh, les deux sont valables. Enfin, il y a pas de, y a rien qui me, y a rien qui me dérange. Ouais. Ben, en tout cas, voilà. En tout cas, il est aussi sur Twitter pour parler notamment de foot en 4-4-2 et de pizza à l'ananas. Je valide l'un et l'autre. Voilà. Tiens, on a Alphabeta qui pose une question probablement spécifique. Attends, je finis d'écrire sur Twitter. Voilà, au moins vous pourrez suivre sur Twitter. Hop, voilà. Euh, Au-delà de la série télé, est-ce que dans la réalité, la police new-yorkaise est dirigée par une personne noire? C'est ça? Alors, non, c'est un blanc d'origine irlandaise, qui s'appelle Monaghan, si je me trompe pas. Alors attends, est-ce que c'est lui? Ah attends, ça a peut-être changé récemment.
Pardon, hein, je fais un contrôle. Eh ben oui, c'est un noir. Rodney Harrison, Ben qui a voilà. remplacé Monahan. Et non, est-ce que c'est le premier noir à diriger le NYPD? Il y a eu Bratton, il y a eu Kelly. Sur les 3 dernières décennies, c'est certainement le premier, ouais. C'est certainement le premier. C'était toujours des blancs, généralement d'origine irlandaise en fait, Ok. qui dirigeaient le NYPD. Donc voilà, Rodney Harrison, 41e chef Bah, j'ai bien fait de vérifier, tu vois, parce que dans ma tête c'était encore Monahan, mais bref, voilà. Ok, Donc oui, voilà. bah ouais, c'est un noir qui dirige le NYPD, hein, comme quoi. Ok, ok, très bien. Ben voilà. Alors évidemment, on sait qu'on va pas essentialiser les gens. On sait qu'il est pas là parce qu'il est noir, il vient bien parce que c'est certainement un bon policier, on imagine. Voilà. Bon, et bien écoutez, merci tout le monde, merci Mathieu, évidemment, pour ta participation, pour ta présence. C'est toujours Euh, un plaisir. ouais, il y a toujours un plaisir de partager. Je suis content que tu sois content de venir. Voilà, j'ai envie de dire. Toujours. Toujours. Merci tout le monde dans le chat, merci les agrozouz qui étaient là et puis les gens qui nous ont rejoints entre-temps. C'était chouette, on se retrouve lundi soir à 21 h avec Jean Matou, on va parler de la Sécu. On devait en parler, et puis finalement j'ai préféré privilégier l'actualité, on va parler de George Floyd avec Mathieu. On parlera de la Sécu et de son, comment dire, de son arrivée, dans quel contexte la Sécu arrive. Est-ce que c'était une bonne chose, une mauvaise chose? Quelques axes de réflexion supplémentaires. Voilà. Lundi 21 h. En attendant, bisous tout le monde, bonne soirée. Et merci Mathieu. Bisous Salut, à tout la le monde. prochaine. Ciao, Baston.